Voilà, donc je vais vous parler assez rapidement. J'ai fait un petit exposé qui ne va pas durer très longtemps, mais c'était pour... alors tout d'abord, je m'excuse de ne pas être présent avec vous, hein, j'ai eu un empêchement de dernière minute. J'aurais bien aimé discuter pour la suite de la journée. Je ne pourrais pas rester avec vous cet après-midi. J'ai préparé un exposé pour essayer de vous parler d'un élément important qui rentre en ligne de compte en complément de ce qu'a dit Stéphane, c'est les conditions d'état de surface du sol cultivé. Alors, on sait un certain nombre de choses, c'est des travaux qui ont été menés il y a déjà un certain temps et qui sont encore ponctuellement d'actualité. C'est des travaux qu'on connaît bien, mais pour lesquels on n'a pas encore réfléchi aux conséquences que pourrait avoir le changement climatique sur ces aspects. Donc, c'est quelques réflexions que je vous propose et également un petit état des lieux de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, les états de surface, c'est un terme assez générique qui est assez vague finalement. Quand on voit la littérature à ce sujet, ben, il y a énormément de choses qui sont rassemblées dans ce terme-là et qui finalement correspondent à des aspects un peu différents. La plupart de ce que vous allez retrouver dans la littérature, c'est souvent des éléments qui constituent un état de surface que vous allez retrouver, comme par exemple des taux d'éléments grossiers en surface, des taux de végétation, la présence ou pas de fente de retrait, éventuellement la texture de surface. Cet objet, par contre, a été assez peu étudié comme un objet à part entière, c'est-à-dire qui est le fait de ses propriétés rassemblées et qui va évoluer dans le temps en fonction du climat et également des pratiques qu'on peut avoir sur un sol cultivé. Alors, les premiers travaux qui ont été menés sur ces questions, c'est notamment les travaux de Valentin et Bresson qui ont énoncé ce que pouvait être un état de surface avec, c'est un objet en 3 dimensions avec la présence d'une croûte plus ou moins épaisse et qui va avoir des impacts, notamment sur l'infiltrabilité de la surface du sol. Donc ça peut varier, comme vous le voyez là sur la figure, de très peu infiltrant à très infiltrant, à plus de 20 mm par heure. Ensuite, ces travaux ont été repris dans le cadre d'état de surface en sol méditerranéen par Joël Léonard et Patrick Andrieux en 1998, qui sont allés un peu dans le même sens. Et ensuite, des classifications ont été proposées pour essayer de rassembler ces objets-là en fonction des pratiques culturelles qu'on peut avoir sur un sol cultivé, mais également en fonction des caractéristiques intrinsèques du sol, comme par exemple le taux de cailloux, la texture notamment. Donc ces états de surface, ils vont varier principalement. Le facteur d'ordre 1, c'est les pratiques culturelles, notamment d'entretien du sol, qui vont modifier ces états de surface, mais également le climat. Et donc c'est là où on va voir qu'on va avoir des influences potentielles avec un changement de climat, hein, comme disait Stéphane tout à l'heure. Mais également, il ne faut pas oublier la macrofaune et la microfaune qui vont avoir un impact important. Mais finalement, le contexte géopédologique ou pédologique va influer, mais de façon moindre probablement que les précédents facteurs énoncés. Alors, pour compléter ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure, ces états de surface vont réguler la fonction première aussi qu'on peut voir en ce qui concerne les transferts dans les sols, c'est le partage infiltration-ruissellement. La pluie, quand elle tombe, elle va rencontrer directement la surface du sol.
Et ensuite, ben, ce partage entre infiltration et ruissellement va influencer ensuite différentes fonctions dont en parlait Stéphane. Et notamment, elle va donner, disons, une quantification à ces questions de ruissellement qui vont avoir un impact important concernant les transferts d'eau dans les bassins versants en surface, vers l'aval, vers les nappes, en particulier via le réseau hydrographique ou le réseau de fossés, mais également pour les questions d'érosion. Là, on voit une photo d'un sol viticole récemment travaillé profondément, suite à un événement climatique majeur, comme celui qu'a montré Stéphane en 2014 sur le bassin versant de Rougeant. On peut avoir une érosion massive en rigole qu'on peut voir sur la photo, avec des conséquences, là sur la photo, des conséquences qui peuvent être dramatiques pour la fertilité du sol et pour la pérennité du sol cultivé sur cette photo, où là on est sur un sol développé directement sur des molasses calcaires marines. Ben, le peu de sol qui avait été plus ou moins respecté durant plusieurs centaines d'années ben, disparaît en quelques minutes. Alors, juste pour donner quelques éléments de quantification, donc c'est une synthèse un peu vulgarisée des travaux qui ont été menés sur l'ORE-Homer durant quelques dizaines d'années, mais également sur les parcelles qu'on avait mis en place en collaboration avec la Chambre d'agriculture de l'Hérault, sur la parcelle de Puy-Serguier, où des différentes pratiques avaient été testées sur 6 années de mesures, avec des mesures de ruissellement, d'érosion, également de transfert de contaminants, et également d'évolution de la structure du sol au cours de 6 ans en fonction de ces pratiques. Alors, ce qu'on a pu voir en synthétisant tous ces travaux, c'est que l'infiltrabilité de surface est maximum pour un enherbement permanent, où on va avoir des infiltrabilités qui sont de l'ordre de 30 mm/h en moyenne. Mais également, c'est également le cas pour les travaux d'entretien du sol par travail du sol de l'interrang. Par contre, dans ce cas de figure, on va avoir une évolution de l'état de surface en fonction des différentes pluies que va subir cette surface du sol travaillée, avec la mise en place d'une croûte structurale qui est sédimentaire, qui va se faire au cours du temps, et en fonction des différents événements de pluie, comme on peut voir avec les flèches bleues, avec une diminution, avec la mise en place de la croûte, de l'infiltrabilité de surface. Alors, si on va plus loin dans cette évolution, on va aller vers la mise en place d'une croûte structurale et sédimentaire importante et qui va encore diminuer l'infiltrabilité de surface. Et ça peut être le cas, par exemple, dans le cas de sols cultivés désherbés chimiquement. Alors, c'est en général le cas sous le rang de vigne actuellement, mais c'était également le cas il y a quelques années, et c'est encore le cas dans certains vignobles, de surfaces entièrement désherbées chimiquement, et donc avec la mise en place d'une croûte progressive au cours du temps. Si on voit également un cas extrême dont parlait Stéphane tout à l'heure, excusez-moi, je m'en mêle avec le fil de mon casque. Ça peut être le cas des surfaces tassées, donc avec des passages de roues répétés. Sans travail du sol de reprise par la suite, on peut avoir une diminution encore plus importante de l'infiltrabilité de surface avec la mise en place, vous le voyez sur la photo, de ruissellement préférentiel sur les traces de roues qui sont dues à cette infiltrabilité minimum à l'endroit des zones tassées et qui vont provoquer la mise en place de ruissellement plus important et donc potentiellement d'un arrachement de particules de sol et la création de rigoles. Alors, si on s'intéresse à des aspects lors du changement climatique qui est une réalité aujourd'hui, il y a déjà un lien direct, puisqu'on a évoqué les différents paramètres qui gèrent ces questions d'état de surface. C'est directement la question de la pluie. Donc, s'il y a plus de pluie ou moins de pluie,
on va avoir des évolutions sur ces états de surface, également sur l'agressivité des pluies. Si les événements extrêmes se multiplient avec des intensités de pluie qui étaient largement exceptionnelles dans les 30 années passées et qui aujourd'hui deviennent plus fréquentes avec des intensités de pluie qui peuvent dépasser à la minute les 200 mm/h, ce qui est considérable, on va avoir probablement des évolutions d'état de surface très, très marquées. C'est également le cas des évolutions de température. On va avoir des évolutions de macrophones et de microphones qui vont bouger, également des évolutions de matière organique en surface. Ces températures extrêmes vont provoquer probablement des changements de dynamique de ces états de surface. Après, sur les grands types d'états de surface rencontrés aujourd'hui, probablement qu'on ne verra pas d'évolution majeure. Tout ceci, ce sont des réflexions que je vous soumets et qu'on pourra discuter tout à l'heure. Alors, par contre, c'est quelque chose peut-être un peu plus intéressant et sur lequel on a peut-être un peu plus de choses à dire, c'est le lien à travers les modifications d'occupation du sol. J'imagine qu'on discutera de ça demain. Ça a déjà été discuté dans différents colloques de la cave où ces changements de fréquence de pluie, de stock, de réserve en eau dans les sols et d'augmentation de température dans des périodes stratégiques pour la viticulture, il y aura probablement des évolutions d'occupation du sol avec des zones qui seront peut-être plus propices à la viticulture telle qu'on la connaît aujourd'hui en tout cas. Donc ça, ces modifications d'occupation du sol vont mathématiquement modifier les états de surface. Les modifications également de pratiques d'entretien du sol sur un vignoble qui resterait en place aujourd'hui, avec des évolutions de type de mécanisation. On l'a déjà vu sur la région viticole du Languedoc avec l'Observatoire de recherche sur 30 années de mesure des occupations du sol et des états de surface. On voit des évolutions de pratiques avec l'abandon progressif du désherbage chimique intégral. Aujourd'hui, l'abandon progressif du désherbage chimique sous le rang de vigne, avec la mise en place d'un travail mécanisé sous le rang de vigne. Donc tout ceci va avoir des influences sur les types d'états de surface rencontrés et leur dynamique. Également, on peut citer la question de l'enherbement. Donc si on souhaite mettre en place un enherbement qui aujourd'hui est difficile dans les vignobles languedociens, en tout cas, par rapport aux concurrences que l'on peut rencontrer entre l'enherbement et la vigne concernant le stock d'eau, mais également la question d'alimentation en éléments minéraux, on peut éventuellement envisager des enherbements permanents généralisés avec la mise en place pour compenser des situations de goutte à goutte. Donc là aussi, on va avoir des changements d'état de surface qui vont avoir une influence majeure sur d'une part sur la recharge en eau, mais également sur les transferts d'eau et d'érosion des sols. Alors après, si on va encore plus loin dans ces idées, on peut avoir aussi des modifications de conduite du port du végétal. On commence à voir des évolutions en Languedoc, en tout cas, un retour d'un système type gobelet avec une couverture végétale du sol plus importante, parce que une spécificité de la vigne par rapport à d'autres cultures, c'est que la surface du sol exposée aux événements climatiques est plus importante au cours de la saison physiologique que d'autres cultures, comme le blé par exemple, où le blé va couvrir le sol assez rapidement, alors que la vigne, on va avoir un certain pourcentage de sol qui va rester nu tout au long du cycle cultural de la vigne. Avec ces modifications-là de conduite, on peut imaginer qu'on peut avoir une modification de l'agressivité
des pluies notamment. C'est le cas extrême avec le port en pergola qu'on peut voir dans certaines régions viticoles aujourd'hui, notamment en Sardaigne, où on peut voir des systèmes couvre-sol complets. Et donc là, on va avoir des dynamiques d'état de surface complètement différents, et puis également des processus différents avec un système que l'on appelle le système de stand flow, c'est-à-dire que la pluie va tomber sur le feuillage, mais elle va aller rejoindre le tronc du végétal pour s'infiltrer dans le sol, sans impacter les zones de sol entre les pieds de vigne. Et puis, si on va encore plus loin, on peut voir sur la photo des pratiques qui sont testées, notamment par l'INRAE, mais aussi par des sociétés privées, comme Sonagri, je crois que la photo vient de cette entreprise-là, qui propose la mise en place de panneaux solaires pour produire de l'électricité, d'une part, mais également qui pourrait servir de rempart à l'agressivité du climat, avec la protection pour des fortes chaleurs et la protection à l'agressivité des pluies. Et donc là encore, on va avoir des modifications sur l'état de surface. Alors, juste pour conclure, les processus de mise en place d'évolution des états de surface sont aujourd'hui assez peu travaillés, mais quand même, on dispose d'un cadre scientifique bien connu. Hein. C'est pas évident que le changement climatique modifie les processus de mise en place des états de surface. Ceci dit, on peut imaginer pas mal de choses, et donc ça pourrait être éventuellement intéressant de se questionner un peu plus dans le détail. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'était vraiment un exposé un peu vulgarisé. Il faudrait peut-être revisiter ça de façon un peu plus précise. Mais surtout, je pense dans le cadre de ce travail qu'on mène aujourd'hui, c'est plutôt de s'interroger sur le changement climatique qu'on peut considérer comme un changement global, qui va mettre en musique aussi des changements anthropiques avec des changements de pratiques et de culture et d'occupation du sol. Tout cela va se mettre en musique et va modifier probablement le partage infiltration-ruissellement dans l'avenir. Et donc, cet exposé, surtout pour dire, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Quand on change une pratique, quand on change une occupation du sol, on va avoir, sans parler des changements dont a parlé Stéphane dans le profil de sol complet, déjà, dès la surface, on va avoir un changement qui peut être, dans certaines conditions, majeur pour les fonctions des sols. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.